Écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire sur la facturation électronique. Donc, je suis Sandrine Jacot, je suis conseillère numérique à la CCI de Lyon. Et on accueille aujourd'hui Nicolas Daubourg, qui est Pre-Sales Consultant chez EBP, donc une entreprise qui propose des logiciels. Donc, je laisserai Nicolas vous en parler un peu plus. Je voulais juste mentionner que donc à la CCI, on mène des actions de sensibilisation donc sur tout ce qui est, toutes les problématiques, du numérique, notamment l'IA, la cybersécurité, la communication, la facturation électronique, les réseaux sociaux, les sites web. Du coup, on couvre beaucoup de problématiques. Et je voulais mentionner que, toutes ces initiatives en fait de sensibilisation sont possibles, grâce au support, financier de la région, qui sponsorise, un bon nombre de nos événements, sous l'égide du programme, Cap Numérique, donc qui permet en fait de mener des actions auprès des entreprises locales de Lyon. Merci. Donc oui, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Il se peut que que j'y réponde pendant la présentation. Donc on se gardera effectivement du temps pour essayer d'y répondre. Donc bonjour à tous, je me présente Nicolas Daubourg, consultant chez EBP. Je vais donc faire un gros résumé. Je vais effectivement sur la fin parler de EBP, de moi. Mais majoritairement, on va rester sur du générique, peu importe de quel logiciel vous serez équipé, et ça répondra normalement aux questions. Un petit rappel de qui est EBP. Donc, EBP fait partie du groupe Cegid depuis 2024. Pour la petite histoire, donc EBP a été créé en 1984 et on va dire Cegid a été créé en 1983. Donc, nous sommes deux grands éditeurs français historiques qui nous sommes regroupés. Les produits EBP, bien sûr, restent des produits EBP et Cegid restent des produits Cegid, puisque Cegid ont leurs propres produits à destination en grande majorité aux experts comptables et très grandes entreprises. Et nous avons une autre cible. Donc, il n'y a pas de concurrence là-dessus, on est complémentaires. On est répartis sur plusieurs pays, tels que la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne et des pays d'Afrique, Maroc, Côte d'Ivoire. Et on représente à peu près 750 000 clients TPE et PME. Au sommaire, un rappel sur la réforme, les implications concrètes et comment se mettre en conformité avec EBP. Comme je vous l'ai dit, à un moment donné, je vais parler de moi. Pour y voir plus clair, donc bien sûr, pourquoi la réforme, quels sont les grands principes, le calendrier, qui est concerné. Ça, c'est les points importants à bien retenir. Je vais essayer de résumer. Et quand je parle de grands principes, il y en a deux. On parle essentiellement de facture électronique, mais au final, il y a deux principes. Il y a la facture électronique et une autre. Donc cette réforme, je pense, vous l'avez compris, c'est un enjeu majeur pour l'administration fiscale, puisque ça permettra à l'administration d'avoir les infos des sociétés en temps réel, puisqu'au travers des deux grands principes qui sont le e-invoicing, donc la facture électronique, et le e-reporting, l'État saura en temps réel ce qui se passe, que ce soit pour les ventes comme pour les achats. Tout ça transitera au travers des deux plateformes. Je vais parler également dans la foulée. Donc c'est très important. Il n'y a pas que la facture électronique, il y a aussi le e-reporting. J'expliquerai ce que l'on va retrouver avec le invoicing et ce qu'on va retrouver avec le e-reporting. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Les échéances à venir. Alors, on est, on va dire, en période entre les deux, donc je vais expliquer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme de la facture électronique se traduira par des échanges de documents au travers de plateformes. Peut-être, comme c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on en parle depuis 2020, 2022, j'ai plus les dates exactes, mais en tout cas dans ces eaux-là, on parlait donc de plateformes, et en gros, toutes les factures, si je dois faire un résumé, toutes les factures transiteront au travers de plateformes. Les plateformes, c'est quoi? Donc les plateformes, vous avez eu plusieurs termes. Vous avez eu peut-être le terme plateforme de dématérialisation partenaire ou PDP. Vous avez dû voir circuler qu'en fait, ces plateformes donc, sont des entreprises privées, telles que Cegid, qui se sont positionnées pour être une plateforme d'échange de factures. Donc avec un cahier des charges qui oblige les entreprises justement à échanger, pour avoir leur agrément sur 3 ans. Et donc toutes ces plateformes étaient en phase pilote depuis juin 2025 pour éprouver le cahier des charges.
et leurs agréments, les agréments de ces plateformes qui sont maintenant des PA, hein, des plateformes agréées. Elles ont eu justement leur agrément entre mi-décembre 2025 et mi-janvier 2026. Avant cette date-là, avant mi-décembre 2025, ces plateformes étaient juste des plateformes avec un agrément provisoire. Tant que la phase pilote ne s'était pas bien passée, elles ne pouvaient pas avoir leur agrément définitif. Donc aujourd'hui, on recense à peu près une centaine de plateformes. Donc vous avez des éditeurs de logiciels, vous avez des entreprises qui faisaient de la gestion électronique de documents, vous avez des banques, vous avez voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui se sont positionnés, qui ont eu ou pas leur agrément, parce que certains sont en cours d'agrément encore, hein, parce que les agréments peuvent continuer à tomber, mais les principaux agréments sont tombés entre mi-décembre et mi-janvier. Et donc maintenant, on est, on va dire, en phase pilote, c'est-à-dire que maintenant, une entreprise, toujours sur la base du volontariat, pourrait se mettre en échange avec un fournisseur ou un client. Ça reste sur la base du volontariat, on est sur des phases pilotes pour voir si les processus que vous allez utiliser dans vos services, par exemple, pourraient fonctionner. Donc ça reste sur la base du volontariat et même côté, on va dire, BPC Gide, la base du volontariat, nous, on impose aussi certains critères pour sécuriser tout le cahier des charges, enfin tous les échanges plutôt. Donc voilà, si vous souhaitez passer en phase pilote avec vos logiciels, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vendeur informatique ou au pire de la CCI qui pourrait vous mettre en relation. Autre chose, là par contre, ce que je dis là, on est sur du phase pilote. Maintenant, je vais parler de officiel, de dates qu'il faut bien retenir, parce qu'on a tous entendu des dates. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en septembre 2026, votre obligation à vous, c'est d'avoir une plateforme agréée. Pourquoi? Parce qu'à partir de septembre 2026, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, on va dire à partir de 250 salariés, ces entreprises-là auront l'obligation d'émettre des factures au travers de leur plateforme. Donc, votre obligation, j'insiste, à vous, c'est d'avoir une PA pour recevoir ces factures. Et après, la deuxième obligation, ce sera septembre 2027. À partir de septembre 2027, toutes les entreprises doivent passer par les plateformes, que ce soit pour l'envoi des factures ou même le e-reporting dont je parle juste après. Donc, s'il y a bien des dates à retenir, c'est ces deux dates-là, pardon. Donc, c'est septembre 2026, j'ai ma PA, septembre 2027, au plus tard, je dois émettre mes factures. Ça, c'est très important parce que ça va changer beaucoup de choses dans vos process de travail. Je vais vous expliquer après ce qu'on va retrouver dans le e-invoicing et le e-reporting, puisque ça, c'est des choses aussi à savoir. Donc, les deux dates à retenir, septembre 2026, j'ai ma PA, septembre 2027, au plus tard, j'émets au travers de la PA. Qu'est-ce que le e-invoicing? Le e-invoicing, c'est le fait pour une entreprise qui échange, donc une entreprise française assujettie à TVA, qui échange avec une entreprise française assujettie à TVA, de passer au travers d'une plateforme. Pour passer au travers de cette plateforme, l'entreprise doit générer une facture dans un format spécifique. Il existe trois formats. Vous avez deux formats hybrides, techniques, pardon, qui sont l'UBL et le C2I qui n'envoient que des fichiers XML. C'est ce qu'on appelle un fichier technique ou des métadonnées, hein, vous avez plusieurs termes. Et vous avez un format hybride qui est, je pense, celui qui sera le plus utilisé, qui contiendra bien sûr les données techniques, hein, les données XML intégrées, avec un PDF qui est donc lisible par la machine. Donc ce format FactureX, pourquoi il sera le plus utilisé? Parce qu'il peut être lisible à la fois par la machine et par l'homme. En cas de contrôle, c'est super rapide. Ça, c'est très important, c'est ces trois formats-là. Et comme je dis, le FactureX est le plus utilisé. Peut-être que certains, ce format FactureX, vous le connaissez. Pourquoi? Parce que depuis 2019, vous avez une plateforme qui existe, qui s'appelle Chorus Pro, qui fonctionne pour les échanges avec les entités publiques, qui vous oblige effectivement normalement à passer toujours par ces plateformes quand vous échangez. Donc soit en dépôt manuel avec le remplissage manuel des champs, soit en télétransmission, hein, puisque par exemple, pour les solutions EBP, depuis 2019, il est tout à fait possible de télétransmettre les factures au travers de Chorus Pro directement depuis la solution, sans devoir tout ressaisir. Donc ça, c'était pour la parenthèse sur le FactureX, que je ferme.
Concernant le invoicing, donc la facture électronique, il y aura 4 nouvelles mentions. C'est-à-dire que maintenant, sur les factures, il faudra rajouter des mentions supplémentaires qui sont là, ces 4 mentions-là. Donc les 4 mentions supplémentaires, c'est le sirène de l'acheteur, hein, de votre client, la nature de la transaction, et donc là, je vous demanderai d'être vigilant, la nature de la transaction, il n'y a que 2 natures, c'est tout. Il y aura soit livraison de biens, soit prestation de service. C'est-à-dire qu'un document de vente, j'ai envie de dire d'achat aussi, mais en tout cas un document de vente, celui qui va émettre la facture, devra faire figurer s'il fait de la livraison de biens ou de la prestation de service. Donc bien évidemment, là vous êtes en train de vous dire, mais moi je fais les deux, parce que je pose des chaudières par exemple, donc je fais les deux, je livre une chaudière et je l'installe. Mais là il faudra penser ce qu'on appelle au fait générateur. Le fait générateur, c'est qu'est-ce qui a fait que la vente s'est réalisée? Est-ce que c'est la livraison de la chaudière ou est-ce que c'est la pose de la chaudière? Et dans mon exemple, si je suis chauffagiste, bah, effectivement, je vends une chaudière, on est tout à fait d'accord. Donc, techniquement, je vends de la livraison de biens, mais le fait générateur, en fait, c'est s'il n'y a pas la pose, il n'y a pas la vente. Donc, je suis sur de la prestation de service. Donc, on pourra dans les logiciels préciser par défaut ce que fait l'entreprise. Donc, je prends l'exemple d'une entreprise du bâtiment, elle va être majoritairement en prestation de biens, puisque la plupart du temps, ça va être de la construction, ça va être de la rénovation, ça va être la pose, etc. Et donc là, le fait générateur, c'est la construction, la prestation, la pose, hein, vous avez compris. Et ponctuellement dire, pour ce chantier-là, je vais juste livrer la chaudière et c'est quelqu'un d'autre qui fera la pose. Là, dans ce cas-là, on pourra sur le document dire, pour ce document-là, pour cette facture-là, je suis en prestation de service. Donc c'est bien important, c'est que cette nature de transaction fait partie des 4 nouvelles mentions. On aura également l'adresse de livraison, et donc cette adresse de livraison devra être présente si elle est différente de l'adresse de facturation. Hein, on avait déjà eu ça il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant pour le siège de l'entreprise, hein, qui doit également être présent s'il est différent de l'adresse de facturation. Et donc là, maintenant, avec le cadre de la réforme de la facture électronique, il faut en plus qu'il y ait l'adresse de livraison si celle-ci est différente de l'adresse de facturation. Et enfin, la dernière mention, qui est de dire que si vous de mettre l'option si vous avez opté pour la TVA sur les débits. Cette mention devra figurer également sur vos documents. Si vous avez opté pour la TVA sur les encaissements, cette mention n'est pas nécessaire. Puisque si on n'a pas mis les débits, c'est qu'on est sur les encaissements de fait. Donc ces 4 nouvelles mentions portent à 26 le nombre de mentions obligatoires. J'ai transmis à Sandrine de la CCION la liste des 26 mentions qu'elle pourra vous faire parvenir. Donc c'est un document qui est issu de la Direction régionale des impôts et finances publiques. C'est un document officiel, certes que j'ai mis dans Word, mais qui est vraiment issu. Vous verrez d'ailleurs que c'est une capture avec le petit logo bleu, blanc, rouge. Donc ça, vous pourrez l'avoir. N'hésitez pas à le consulter, n'hésitez pas à vérifier que sur vos documents, il y a bien toutes les mentions. Il y en a beaucoup, ça coule de source, hein, le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC, ça c'est des mentions obligatoires. Mais par exemple, le numéro de TVA intracommunautaire, je suis persuadé qu'il n'y a pas tout le monde qui a sur toutes ses factures les numéros de TVA intracommunautaire, même en vente en France. Mais ça fait partie de mentions obligatoires. Donc bien penser à tout ça, bien vérifier vos documents. Enfin, concernant le e-invoicing, on ne l'enverra plus par mail. On l'enverra au travers de plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc des plateformes agréées. C'est-à-dire que, là, je vais indiquer une précision que j'ai peut-être dit, mais c'est peut-être passé vite, c'est pour tous vos clients qui sont des entreprises françaises, privées ou publiques assujetties à TVA, euh, les factures devront passer obligatoirement au travers de votre plateforme. Très important aussi, vous n'avez pas à connaître la plateforme de destination. En fait, vous aurez votre plateforme et quand vous déposez votre facture sur la plateforme, ça interrogera l'annuaire des entreprises et comme vous serez inscrit, enfin chaque entreprise sera inscrite sur l'annuaire des entreprises en indiquant quelle est la plateforme qu'il utilise, automatiquement, la facture sera délivrée à votre client. Même principe pour vos fournisseurs qui vous enverront les factures. Donc, de ce fait, je vais y arriver, les envois de factures pour des entreprises françaises assujetties à TVA passeront au travers des plateformes. Très important. Quand je parle bien d'assujetti à TVA, ça veut pas, c'est pas parce que je suis assujetti à TVA que je paye de la TVA.
Hein, une association peut être assujettie à TVA, mais ne pas être soumise à TVA. Hein, on a bien cette distinction-là. Un auto-entrepreneur est un assujetti à TVA. Il est en franchise de TVA au-delà jusqu'à un certain palier. Mais voilà, donc ça, c'est des choses bien importantes. Dès que vous échangez avec des entreprises françaises, vous devez passer au travers des plateformes. Alors, j'ai vu rapidement une petite question qui a été posée, j'ai eu le temps de la lire, je vais en profiter puisque c'est sur la slide. Quand on a opté pour le paiement de la taxe d'après les débits, ça veut dire que la TVA sera déclarée au moment de la facture. Quand on est sur les encaissements, c'est qu'on déclare la TVA au moment du paiement de la facture. Voilà la petite subtilité. J'en profitais, hein, que j'ai vu la petite bulle passer tout à l'heure. Donc voilà pour le e-invoicing. Donc vous me direz, mais pour toutes vos ventes autres, pour des particuliers ou pour des entreprises hors de France, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là que vient le e-reporting. C'est pour ça que vous devrez faire, quoi qu'il arrive, les deux choses, hein. Le e-invoicing pour l'émission de vos factures à destination d'entreprises assujetties à la TVA, d'entreprises françaises, et le e-reporting, lui, permettra de déclarer toutes les transactions auprès de particuliers. Donc, dès que vous faites une vente à un particulier, il y aura un reporting. Toutes les transactions à destination d'entreprises établies hors de France, mais également toutes les acquisitions intracommunautaires. Ça, c'est les trois. Et enfin, bien évidemment, l'encaissement de prestations de services en l'absence d'options pour les débits. Donc, si j'ai opté pour la TVA sur les encaissements, c'est grâce au reporting qu'on saura la TVA qui sera déclarée puisqu'on indiquera j'ai eu le règlement. Et donc, à ce moment-là, le logiciel, via le reporting, remontera à l'administration fiscale la part de TVA. Donc, comme vous l'avez bien compris, le reporting passera toujours au travers, comme pour les invoicing, de la plateforme agréée. Et la fréquence de cette déclaration dépendra de votre statut juridique. Je m'explique, pardon. Une entreprise, au niveau de la déclaration de TVA, peut être au mois, au trimestre, en franchise. Voilà, vous avez ce genre-là. Et donc, par exemple, si je suis en TVA mensuel, le reporting sera à faire le 10, le 20 et le 30 de chaque mois. Bien évidemment, quand j'ai dit cela, tout de suite se dit, ah, mais à ce moment-là, ça veut dire que je ne pars plus en vacances parce que le 10, je dois venir faire mon reporting, le 20, je dois faire mon reporting, vous aurez compris, le 30, même principe. Non, avec les logiciels, c'est pour ça qu'il faut être équipé. Comment dire, les logiciels récupéreront au fil de l'eau toutes les informations pour le reporting et planifieront la télédéclaration de ces reportings. Hein, vous n'aurez pas à revenir de vacances. Donc ça, c'est très très important puisque ces deux volets, hein, l'obligation de e-reporting et l'obligation de e-invoicing, englobent votre activité complète d'entreprise, ce qui permettra notamment d'avoir à terme vos déclarations de TVA qui arriveront pré-remplies. Alors on est d'accord, elles le sont déjà par le logiciel, mais là, elles seront encore plus précises du fait du reporting. Bien évidemment, cette déclaration pré-remplie, comme pour une déclaration de revenus à titre personnel, à titre individuel, pourra être corrigé, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas remontées directement. Donc très important. En résumé, donc je rappelle ce qui change, c'est des nouveaux, donc un format structuré au travers du UBL, C2I ou le FacturX, les 4 nouvelles mentions, le nouveau mode de transmission au travers des plateformes et la transmission de données au travers de e-invoicing et e-reporting. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'une facture, vous l'envoyez à votre client, donc comme je vous l'ai dit, il analyse, il regarde avec l'annuaire des entreprises pour savoir quelle est la plateforme agréée de destination, mais en temps réel, en même temps, l'administration fiscale reçoit la facture. Hein, ça, c'est très important, c'est que c'est du temps réel, c'est transparent pour vous. Ça, c'est très important. Il y aura des notions de statut aussi qui vont transiter, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous envoyez une facture par mail, à moins d'avoir mis l'accusé de réception et l'accusé de lecture dans vos logiciels de messagerie, vous ne savez pas si le client l'a réellement traité. Donc, au moment de l'échéance, vous allez appeler le client et vous dire, parce qu'il ne vous a pas payé, il va dire, ah, bah, je ne l'ai pas reçu, ça a dû passer dans mes spams. Donc, vous lui renvoyez la facture et on gagne quelques jours. Dans le cadre de la réforme, non, comme ça passe sur la plateforme et que la plateforme va vous remonter des statuts, vous saurez en temps réel
par l'automatisation de 2 statuts principaux. Vous en avez 4 obligatoires, 10 recommandés. Et dans les 4 obligatoires, vous en avez 2 qui vont être automatiques. Il y en a un qui se sera conforme. Donc là, en plus, si vous avez le statut conforme, bah, au moins vous savez qu'elle est correcte. Et dans la foulée, logiquement, c'est mis à disposition. Donc dans ce cas-là, le client ne pourra pas vous dire, j'ai pas reçu la facture. Il n'a peut-être pas été regardé sur la plateforme, mais vous savez qu'il l'a reçu, à quelle heure, enfin, j'ai envie de dire à quelle date. Je ne sais plus si à quelle heure, mais au moins, en tout cas, il y a la date exacte. Pour moi, il y a la date et l'heure. Donc, on ne pourra plus vous dire, j'ai pas reçu la facture. Vous, pareil, quand votre fournisseur il vous met à disposition, c'est dans la foulée, c'est instantané. Vous saurez. Et après, celui qui reçoit la facture pourra, via la gestion des statuts, dire, je l'accepte. Je la refuse parce qu'on a le droit de refuser une facture parce qu'elle ne correspond peut-être pas à ce qui a été convenu en termes de quantité, en termes de prix ou même en termes de vente. Donc ça, on pourra la refuser. On pourra indiquer qu'elle est payée totalement, partiellement. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vont transiter grâce à ces plateformes et qui vont optimiser votre activité. Et même votre métier peut évoluer dans ce sens pour vous faire gagner du temps et accorder du temps sur d'autres choses plus intéressantes telles que l'analyse, le contrôle, plutôt que, bon, on va pas se leurrer, la saisie comptable qui est importante, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. On se lève pas tous les matins, je souhaite, je vais aller faire une saisie comptable, mais par contre, on va pouvoir analyser, des données vont arriver très rapidement et on va être beaucoup plus efficace. Donc là, les implications concrètes sur la réforme. Là, on va rentrer un peu dans le dur. Donc, comment se préparer en 4 étapes. Donc, vous verrez qu'il y a déjà 3 étapes de passé. En termes de timeline, on est un peu bien avancé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous êtes là pour comprendre la réforme, comprendre les implications que ça va avoir. Dans le cadre également de cette réforme, ce qu'il faut, c'est impliquer tout le monde. Ça va aussi bien de ceux qui sont dans votre entreprise que les partenaires extérieurs comme votre expert comptable. Votre expert comptable, il a son rôle à jouer parce qu'il a une application plus ou moins importante. Vous avez des experts comptables qui sont là une fois par an pour faire le bilan, puis vous en avez d'autres qui tiennent votre compta à 100%. Vous gérez juste votre partie activité commerciale et vous leur envoyez les factures pour les écritures comptables. Donc, il faut l'impliquer, hein. Je pense que même lui vous a déjà peut-être sollicité en disant, bah, tiens, inscrivez-vous sur ma plateforme ou vous en êtes où par rapport à la réforme. Donc, vous avez différents niveaux d'échange à ce niveau-là, mais c'est important. Donc, votre expert comptable ainsi que votre prestataire informatique qui a un rôle à jouer aussi. Très important aussi, il faudra cartographier. Cartographier, c'est quoi? C'est cartographier comment vous travaillez. Est-ce que je suis tout seul à travailler dans le logiciel ou est-ce qu'on est plusieurs? Est-ce qu'il y a un commercial qui fait des devis, des commandes et puis moi après je gère les livraisons, les factures ou est-ce que je suis tout seul et là je fais tout? Est-ce que en termes d'échange, qu'est-ce que j'ai comme cible? Est-ce que mes clients c'est des entreprises, des particuliers, des entreprises hors de France? Est-ce que j'ai des cas d'usage spécifiques? Tout à l'heure, je vous parlais d'auto-entrepreneurs ou d'associations. Ça, il faut comprendre que ce sont ce qu'on appelle des cas d'usage. Il y en a 42. Je ne vais pas vous les citer tous. Mais une association, par exemple, un client pour lequel vous échangez, qui est une association, un auto-entrepreneur, ou même si vous intervenez en tant que sous-traitant, ce qui est également un cas d'usage, de la sous-traitance, je vais faire une facture sans TVA, mais il va falloir que j'explique dans ma facture pourquoi il n'y a pas de TVA, le logiciel vous préviendra, pour que l'administration fiscale sache que pour cette facture-là, il n'y a pas de TVA parce que c'est une intervention sous-traitance ou parce que c'est à destination d'une association. Donc, il faudra également prendre dans la cartographie, il faudra également prendre en compte le volume de vos factures, que ce soit entrant comme sortant, puisqu'au niveau des logiciels, ça peut avoir des impacts. Enfin, je dis au niveau des logiciels, plutôt au niveau des plateformes, ça peut avoir des impacts. Et également bien connaître tous vos process internes, puisque tout le monde va devoir sûrement adapter ses méthodes de travail à la réforme pour ne rien oublier. Je prends l'exemple, un commercial qui fait juste des devis pour de la prospection. Il est important peut-être aujourd'hui, quand il va créer le devis, qu'est-ce qu'il prend? La raison sociale, le téléphone, l'email, parce que c'est grâce à ça qu'il va communiquer. Mais est-ce qu'il a l'adresse? Est-ce qu'il a les bonnes adresses? Est-ce qu'il a le sirène de l'entreprise, voire le numéro de TVA intracommunautaire? Donc tout ça, c'est des champs importants
Donc, bien adapter tous les process. C'est ça qui permet, c'est la cartographie qui permet de bien d'adapter. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est choisir. Choisir, bah, ça peut être votre logiciel si vous n'êtes pas équipé d'un logiciel, parce que en France, il y a encore beaucoup d'entreprises qui utilisent, il y en a beaucoup moins, mais des facturiers papier. Ça existe, hein, j'en ai rencontré. Mais également beaucoup Word ou Excel qui permet d'avoir un facturier à moindre coût, on va dire, où là, maintenant, c'est plus suffisant. Hein, parce que quoi qu'il arrive, un fichier Excel reste un fichier Excel, sauf que l'État veut cadrer tout ça, puisqu'on l'a compris, hein, les enjeux pour l'administration, c'est lutter contre la fraude à la TVA. C'est une continuité de ce qu'on a. Donc voilà, donc très important, bien choisir le prestataire adapté également. Que ce soit, donc, comme je dis pour le logiciel, mais également pour la plateforme. Est-ce que le logiciel s'interface bien avec la plateforme? Tout ça, je vais en parler. Je vais parler des critères de choix. Hein, je voyais quelques questions sur comment choisir une plateforme. Je vais y répondre. Et surtout, donc là, on est sur cette quatrième phase qui est la phase de déploiement. Idéalement, alors on précise sur T2, c'est parce qu'on sait que juillet-août, c'est toujours un peu plus calme. Donc idéalement, fin juin, on veut essayer que tout le monde soit prêt. Donc il faut bien penser à élaborer le plan de déploiement parce qu'il faut vous former, vous former vos équipes, modifier peut-être les process internes et également, si possibilité, si vous voulez vous mettre en phase pilote, tester les nouveaux process. Mais voilà, c'est des choses à bien prendre en compte. Il y a 4 termes à remplir. Il faut que je comprenne la réforme, il faut que je cartographie comment je travaille, que je choisisse quelque chose d'adapté à mon entreprise et après le déployer. Donc ça, c'est très important de bien comprendre tout ça. Concernant les critères de choix de la plateforme, il y en a 5. Donc c'est très important, hein, vous les avez là. La présentation, comme je l'expliquais, sera communiquée également à la CCI Lyon, à voir si vous les mettez, si Sandrine les met à disposition. De toute façon, l'enregistrement sera en replay ou en YouTube. Donc vous aurez les infos. Donc les critères, donc il y a bien sûr la facilité d'utilisation. Comment je vais gérer ma plateforme? Est-ce que ma plateforme, elle est en plus de mon logiciel ou est-ce qu'elle est intégrée dans mon logiciel en termes de traitement, en termes de processus? Ça, c'est très important parce que ça peut générer des clics supplémentaires. Je prends un exemple. Vous avez un logiciel EBP, vous avez pris une autre plateforme, pas celle qui est recommandée par EBP. Eh bien, dans ce cas-là, comment ma facture de mon outil de facturation passera sur la plateforme? Est-ce que je vais devoir générer mon fichier dans un répertoire et ensuite le déposer manuellement ou est-ce qu'il y aura un connecteur? Donc, il faut bien se renseigner sur ça. Bien évidemment, j'en parlerai tout à l'heure, mais EBP proposera sa PA, hein, ce sera celle de Cegid. Donc, il y aura des automatismes. Je vais en reparler juste après. Très important, c'est les coûts. Alors, je vais ouvrir une grande parenthèse pour parler coûts en règle générale, et ensuite, je reviendrai sur les coûts de la plateforme. Les coûts en général, qu'est-ce que j'entends par coûts en général? Les coûts en général, c'est aujourd'hui, quand je traite une facture, alors, je ne parle pas des frais généraux parce que c'est assez rapide, mais plutôt les factures liées à votre activité commerciale. Quand je traite une facture, ça me prend en moyenne 10 minutes et ça coûte en moyenne 14 euros par facture. Vous multipliez par le nombre de factures que vous traitez par an à l'année, par an, à l'année, c'est la même chose, pardon. Le nombre de factures que vous traitez par an, vous multipliez par ces 10 minutes pardon, et ces 14 euros, vous savez combien de temps vous passez, combien ça vous coûte. Demain, avec la réforme et les logiciels, bien évidemment, qui vont avec, ces coûts-là, ces coûts-là et ces indicateurs-là vont être quasiment divisés par 5 en moyenne. Hein. C'est-à-dire que de 10 minutes, on va passer à 1 minute 30 et de 14 euros, on va passer à, allez, 1,50 €, 2 euros par document. Donc les coûts vont être drastiquement réduits. Et donc, de ce fait, il y a aussi des coûts. Effectivement, j'ai cru voir quelques petits messages. Concernant la PA, c'est pas gratuit. Hein, je vous en ai parlé. Une entreprise qui s'est inscrite pour devenir PA, elle a payé à l'administration pour avoir son agrément, mais également elle a un cahier des charges à remplir. Donc, c'est pas gratuit. Quelqu'un qui vous dit que c'est gratuit, c'est faux. Il se trompe. Comme je dis souvent, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En fait, il y a toujours un coût. Bien évidemment, là, si je parle pour moi, la plateforme que je vais vous conseiller, qui est la plateforme de Cegid, sera intégrée dans votre abonnement.
donc c'est pas gratuit, mais c'est intégré dans le coût. Quelqu'un qui est déjà équipé d'un produit EBP, qui doit passer sur la version qui permet de l'avoir, le coût va rester absorbable dans l'abonnement. On ne va pas racheter un nouveau logiciel parce que j'intègre l'APA. Ça, voilà. Je ne peux pas vous donner de coût aujourd'hui. Déjà, ce n'est pas mon rôle parce que moi, je suis consultant, je ne suis pas le commercial. C'est pas mon rôle parce que c'est du cas par cas. Si vous êtes en relation avec un prestataire informatique qui vous a vendu le logiciel, normalement, il a dû vous contacter ou il va vous contacter ou au pire, vous le contactez. Très important. Mais il faut penser quand même en termes de coût. C'est important parce que je vous l'ai expliqué, dans le lot, vous avez donc bien sûr des éditeurs de logiciels. Donc dites-vous que la plupart des éditeurs vont l'inclure dans le coût du contrat. Mais si vous prenez une plateforme à côté, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que dans le coût de ce que je vais prendre avec l'autre plateforme, est-ce que j'aurai l'échange, hein, puisque vous avez des entreprises qui vous intègrent l'APA, et après, c'est à la facture, c'est un coût à la facture. Et les coûts vont être effectivement, c'est un peu les sommes dont je vous indiquais, entre 1 et 2 euros du document. Donc ça, il faut y penser. Je prends mon exemple. Nous, au niveau de notre plateforme, en fonction de la gamme de produits, ça va de 500 documents à 1000 documents. Ça va dépendre de la gamme de produits. Et quand je dis 500 à 1000 documents, c'est par mois. Il faut le voir aussi à l'année, hein. Donc, si je suis sur 1000 documents, on est à 12 000 documents. Et quand je dis documents, c'est aussi bien en entrée qu'en sortie, hein, ceux que je vais y mettre et ceux que je vais recevoir. Donc, ça, c'est important. Et donc, ça, c'est important de le savoir. Et en cas de dépassement, on va être à 1 centime du document supplémentaire. Alors, ça reste un coût, on est d'accord. Mais effectivement, imaginons que sur l'année, j'ai fait non pas 8400, parce que je suis à 700 documents par mois, imaginons. Bah, si je suis à 8400 à l'année et j'ai fait 8600 documents, donc j'ai 200 documents à 1 centime, si je compte bien, ça fait 2 euros. Donc voilà, ça reste, on va dire, des coûts. Ça reste un coût, on est d'accord, mais qui peut être absorbé. Donc bien penser à ces coûts, hein, puisque vous avez des PA qui vous disent, par exemple sur des banques, vous avez accès à la plateforme, ça inclut dans votre contrat pro. Regardez le coût de traitement du document. C'est important, faut le prendre en considération. Vous aurez aussi l'accompagnement. Ça, c'est un des critères de choix. C'est comment vous allez être accompagné. Qui va vous expliquer comment l'utiliser, voire même le mettre en place, le déployer. Hein, est-ce que vous êtes tout seul ou est-ce que vous êtes accompagné? Ça, c'est très important. Parce que derrière, si vous dites, oh, j'ai pris ma PA, c'est bon, c'est celle-là, elle est bien, qui vous accompagne. Très, très important. Vous aurez également la notion les critères de sécurité, robustesse et indépendance technologique. Quand on parle de sécurité, c'est parce qu'effectivement, les plateformes vont héberger tous les documents qui vont circuler. Donc, il faut savoir où est-ce que c'est stocké. Pour la PA de Cégide, l'hébergement sera fait soit sur nos data centers en banlieue lyonnaise, soit sur nos data centers en banlieue parisienne. J'ai plus les locations exactes et je pense, à la limite, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais c'est stocké en France. Ça, c'est très important. Quand on parle d'indépendance technologique, c'est en cas de problème, qui je dois appeler. Imaginons, vous avez un produit EBP et une APA autre. J'ai un problème, vous appelez l'APA et vous dites, voyez avec EBP. Vous appelez EBP, vous dites, voyez avec l'APA. Donc, c'est l'effet ping-pong ou patate chaude, hein, chacun y verra son image. Donc, ça, c'est important. Dans ce cas-là, nous, comme c'est nous qui le mettons en disposition, vous appelez EBP, vous aurez la réponse, que ce soit un problème logiciel ou un problème PA. Ça, c'est très important aussi. Et enfin, on en parlait un peu dans la facilité d'utilisation, mais également la compatibilité avec vos outils existants. Vous avez un logiciel, quel PA je prends? Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une PA, mais sachez-le, vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une seule PA. Imaginons que vous avez l'outil de facturation EBP, donc vous aurez la PA EBP, mais votre compta, c'est un autre outil. Eh bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre l'APA d'émission, l'APA Cégide, et de réception, l'APA de l'éditeur concurrent. Aucun problème là-dessus. Vous pourriez même avoir plusieurs PA en émission. Par contre, on n'aura qu'une seule PA en réception. Ça, c'est important. Donc, quand vous choisissez,
Regardez en fonction de comment vous travaillez. Vous gérez la compta de A à Z, bah, vous aurez tout intérêt à prendre l'APA de votre logiciel de comptabilité et pour la facturation, bah, de votre logiciel de facturation. Si c'est le même éditeur, bah, effectivement, ce sera la même PA, il n'y aura aucun souci. Si c'est deux éditeurs différents, bah, vous aurez deux PA. Donc ça, c'est très important. Regardez bien les compatibilités avec les outils existants. C'est très, très important. Voilà les 5 critères de choix. Pensez bien quand on parle de volume de documents, c'est aussi bien les documents que vous allez émettre que ceux que vous allez recevoir. Hein, si par exemple, moi je fais 3 factures par an, ouais, mais combien vous en recevez? Hein, une facture de frais généraux, vous pensez tous vos frais généraux, vous pouvez avoir beaucoup de factures. On peut se retrouver vite, on dit bah non, j'ai que 3 factures et au final, on se retrouve avec 25 factures parce que bah, on a quelques frais généraux quand même. Donc ça, c'est important de bien tout prendre en compte. Prenez pas juste les factures que vous émettez. Je vais parler, comme je vous le disais tout à l'heure, de notre PA. Donc, au niveau de notre PA, donc garantie de conformité, bon, là, je pense que n'importe quel éditeur vous dira la même chose. Nous, nos logiciels, ça fait, comme je vous le disais, 42 ans et 43 ans pour Cegid que nous faisons du logiciel, que nous faisons en sorte que vous ayez des logiciels toujours à jour, toujours conformes, avec toutes les contraintes légales qui seront incluses. Hein, donc, on parlait tout à l'heure, on parle maintenant de la réforme de la facture électronique, mais on a eu la réforme du plan comptable en 2022, comment dire, la loi antifraude à la TVA qui est tombée, je crois, en 2016 de mémoire. Donc voilà, ça, c'est des choses qui font que vos logiciels seront toujours conformes. La fiabilité de l'APA, celle de Cegid, tourne depuis 10 ans au Portugal, a traité à peu près 227 millions de factures par an, donc elle est bien éprouvée. Certes, elle est adaptée au marché français, parce que la législation française est particulière aussi en France, bah, c'est le principe de chaque pays. Donc, mais en tout cas, le fonctionnement, la construction de l'APA est similaire. L'indépendance technologique dont j'ai parlé, hein, on a eu nos agréments, on est autonome sur tout ce qui est développement, tout ce qui est axe d'amélioration, correction. Et comme je vous l'expliquais, l'accès à l'APA est inclus dans tous nos contrats EBP, quoi qu'il arrive. Vous aurez des gains d'efficacité. Pourquoi? Bah parce que comme tout est intégré et on a une expérience vraiment voulue intégrée, vous ne sortirez plus de votre logiciel. Actuellement, quand vous lancez votre ordinateur le matin, vous ouvrez votre boîte mail, vous ouvrez à la limite un outil métier et vous ouvrez votre outil de facturation, voire de comptabilité. Eh bien, demain, avec l'APA, il n'y aura pas besoin d'ouvrir en plus l'APA. Vous pourrez, tout sera dans la solution, tout sera intégré, les accès seront dans le logiciel, c'est-à-dire au lieu d'avoir une page web, elle sera dans le logiciel, ce sera plus simple. On va mettre en place la collecte et c'est déjà en place. Aujourd'hui, vous pouvez déjà importer manuellement vos factures fournisseurs, que ce soit côté facturation comme côté comptabilité. Vous pourrez apprendre au logiciel à dire bah, quand il a reconnu par exemple le montant TTC, bah, ce sera avec tel fournisseur ou à tel client. Mais bon, à la limite, dans le cas d'import de documents, ce sera plus sur les achats. Donc, je pourrais dire que c'est tel fournisseur ou tel compte fournisseur, suivant l'endroit où je suis. Mettre le compte de charge ou de produit, si je suis côté compta, ou le code article, si je suis compté facturation. Et bien sûr, la partie TVA, pour dire c'est de la TVA à 20 à 10, ou le compte comptable lié à la TVA également. Donc ça, c'est le but, c'est que si vous commencez dès maintenant à récupérer les documents, quand les factures arriveront de manière automatique, le logiciel l'aura déjà appris. On aura vraiment une simplicité d'utilisation et après un accompagnement bien évidemment de la part soit de votre partenaire informatique qui vous suit, soit de la part de BP au travers d'articles sur notre centre d'aide, de formation s'il y a nécessité. Ça, c'est très important, c'est de ne pas attendre septembre 2026 parce que là, septembre 2026, là, vous serez plus qu'en retard. On voit que la réforme, c'est également des contraintes et des opportunités, mais également, il faut rappeler que c'est une réforme qui est complexe, pas compliquée, mais complexe. On joue volontairement sur les mots, parce qu'il y a plusieurs formats, il y a des nouvelles mentions, il y a le choix des plateformes, il y a l'obligation d'émission et de réception d'informations au travers des plateformes, le e-reporting, la gestion des statuts. La multiplicité des plateformes, donc ça rend la réforme complexe. Mais il y a également des risques. Alors logiquement, je pense que vous êtes déjà tous en train de lire le rouge. Je vais un peu le résumer. Donc quoi qu'il arrive, si jamais vous n'avez pas votre PA en septembre 2026, premier risque, vous ne recevez plus vos factures fournisseurs.
Alors bien sûr, les factures fournisseurs qui sont concernés par le 1er septembre 2026, donc les grandes entreprises ou les entreprises de taille intermédiaire, pour rappel, à partir de 250 salariés. Mais dites-vous que les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs Internet, euh, les grandes entités, eux, à partir de septembre, vous envoient vos factures. Donc vous avez intérêt à avoir votre PA. Autre chose, sachez-le, dans les liens que j'ai communiqués à Sandrine, de la CCI Lyon, qu'elle pourra vous communiquer, il y a des liens impôts.gouv. Dans les liens impôts.gouv, on voit les différents cas d'usage, par exemple. Par exemple, vous êtes une association, vous voulez savoir si vous êtes concerné, peu ou prou, à cette réforme. Là, ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes une SCI, est-ce que vous êtes concerné? Voilà, il y a tout un tas d'informations. Et donc, il y a également un lien qui, lorsqu'on saisit le sirène de l'entreprise ou sa raison sociale, bah, nous permet de savoir si l'entreprise a souscrit à une plateforme. Donc demain, au 1er septembre 2026, l'administration fiscale, elle a pas joué, elle a un tableur. Elle a toutes les entreprises, elle filtre ceux qui n'ont pas de PA et bah, elle envoie une amende de 500 euros à tous ceux qui n'ont pas de PA. Quand j'ai dit ça, normalement, tout le monde a sa plateforme au 1er septembre 2026, mais il est très important de bien retenir que si en septembre, au 1er septembre, je n'ai pas ma plateforme, potentiellement, je vais recevoir une amende de 500 euros qui pourra être amenée à 1000 euros par trimestre si je ne régularise pas la chose. Donc logiquement, vous aurez fait le nécessaire. Ensuite, il y a d'autres amendes. C'est-à-dire que si je n'émets pas une facture au travers de la plateforme, alors bien sûr à destination d'une entreprise française, je risque 50 euros d'amende par facture. S'il manque une mention, bah c'est 15 euros par mention. Je vous ai parlé qu'il y avait 4 nouvelles mentions, ça porte à 60 euros. Mais si on se base sur les 26 mentions au total, hein, donc les 4 nouvelles plus les 22 historiques, bah vous faites le calcul. 26 fois 15, ça fait un petit montant. Et enfin, si je ne fais pas mon e-reporting, eh bien, c'est 250 euros par e-reporting non fait. Donc, à partir du moment où j'ai dit tout ça, vous aurez fait le nécessaire, hein, vous serez au courant. Il est important de savoir qu'il y ait des sanctions. Autant on a la réforme qui normalement devait débuter en 2024 et être en termes de déploiement répartie sur 3 années. Donc là, on devait être sur la fin. Autant ces délais ont évolué. On est passé de septembre 2024 à septembre 2026 pour toutes les grandes entreprises et les ETI et septembre 2027. Mais les amendes, elles n'ont pas bougé. Elles ont toujours été là. Elles ont un tout petit peu évolué parce que on est passé de 15 euros par facture à 50 euros par facture, mais c'est tout. Donc les amendes étaient bien prévues. Et donc, il n'y aura pas de décalage, hein. Je vous le certifie, il n'y a pas de décalage de report de cette réforme. La réforme va bien rentrer en vigueur en septembre 2026. Donc ça, c'est très important de bien prendre tout ça en compte. Dites-vous que vous allez voir aussi, même s'il y a des, voilà, c'est complexe il y a des petits risques financiers, derrière, vous allez voir que ça va vous faire gagner et optimiser vraiment votre temps de travail. Alors là, je vais rentrer dans la conformité avec EBP. Nous, on va vous parler de OpenLine Plus. OpenLine Plus, c'est notre gamme de soldes de produits. Donc OpenLine, c'est la technologie, comment nos produits ont été développés, ils sont technologie OpenLine. Et le plus, c'est ce qui va vous permettre de commencer à intégrer des choses. On va mettre déjà, c'est déjà disponible dès maintenant. Vous pouvez, si vous êtes déjà équipé, bah, vous pouvez vous rapprocher de votre informaticien ou de votre commercial chez BP pour voir si vous êtes bien en OpenLine Plus. L'OpenLine Plus, c'est ce qui permettra d'avoir, là on le voit à l'écran, une capture d'écran. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle le portail des dépenses côté logiciel de facturation. Et donc qui vous permet dès à présent d'importer manuellement vos factures fournisseurs, de lui apprendre bah, que tel fournisseur c'est tel code, que tel article c'est tel code, ce qui permettra d'actualiser les stocks, d'actualiser les prix d'achat. On prévoit d'ici à septembre de pouvoir associer à cette facture la commande auquel elle est rattachée. Alors bien sûr, une commande si vous l'avez saisie dans le logiciel, bien sûr. Le logiciel apprend, retient. S'il se trompe, vous pourrez lui indiquer les bonnes informations pour qu'à partir du moment où les factures arriveront en septembre automatiquement,
le logiciel reconnaisse. Là, je vous ai montré, là, on a l'écran du portail des dépenses côté logiciel de facturation. Côté compta, ce sera à peu près la même capture. Et donc, vous aurez le même fonctionnement, sauf qu'au lieu de mettre des fiches articles ou des fiches clients fournisseurs, vous mettrez vos comptes. Et pareil, en phase d'apprentissage. Et le logiciel, il apprend, il reconnaît. On est sur de l'IA d'apprentissage, donc il va le mettre au quotidien pour vous faire gagner du temps. Donc pensez bien avec la solution, vous pourrez, on le voit dans le bas, dans la petite capture, on voit il y a un petit encart orange. Donc là, c'est ce qui vous permettra en cliquant dessus d'aller vous inscrire à la plateforme Cegid. Si vous y allez, il va passer par France Connect avant de tout de suite d'aller cliquer pour vous y inscrire. Vous avez une petite foire aux questions, donc vous avez des tutos. Je vous invite à tous les visionner et au pire, si vous avez peur de le faire tout seul, vous pourrez prendre rendez-vous avec un technicien Cegid qui vous accompagnera pour faire l'inscription. Les versions qui vont sortir bientôt, quand je dis bientôt, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. On parle de onboarding à la plateforme. C'est en gros, on va embarquer déjà, on va pouvoir déjà, une fois que vous serez inscrit, lier votre sirène à votre dossier directement pour qu'après la plateforme, quand on sera dans la phase de production en septembre 2026, commencer à traiter. Donc n'hésitez pas à commencer, comment dire, à traiter vos factures d'achat. Et également, dans tous nos logiciels de facturation, est inclus la signature électronique de devis. Donc, comme ça, si vous faites, alors moi j'ai déjà eu l'exemple d'un artisan, il est au chantier toute la journée, le soir il rentre, il fait ses devis. Avec la signature électronique, l'avantage c'est que j'envoie ma facture en mode signature électronique, donc ça permettra aux clients qui veulent signer de recevoir un code pour valider la signature. L'autre avantage, c'est de votre côté. Vous pouvez activer la relance automatique des devis et le logiciel se chargera de relancer les devis. Ça, c'est un gros avantage parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas obligé de devoir me bloquer une demi-journée parce qu'il faut que je relance tous mes devis. Moi, dans mon exemple, généralement dans mon dossier, j'ai mis 4 relances tous les 7 jours. Donc en gros, mon devis il est valable 30 jours. Et jusqu'au 28e jour, le logiciel va se charger tout seul de faire les relances de devis. Et au pire, après, moi, à partir du 28e jour, j'appelle mon client et essayer de comprendre pourquoi le devis n'est toujours pas signé. Et quand on dit il relance, le client reçoit à chaque fois le mail avec votre nom, votre société, en disant vous avez eu un devis et pour le signer. Donc voilà ce qui est déjà présent dans nos solutions et ce qui à terme sera automatisé lorsqu'on rentrera dans la phase de réforme de la facture électronique.